Alors, merci beaucoup, Seynabou, chère grande sœur, et bienvenue à tous les participants à ce panel de santé mentale. Et vous me permettrez tout d'abord de m'excuser pour ma voix aujourd'hui, qui n'est pas la voix que j'ai habituellement, qui est enrouée, mais je pense y arriver à m'exprimer de manière intelligible. J'aimerais tout d'abord remercier à travers le comité d'organisation du Forum Galien, notre maître, Madame le professeur Awa-Marie Paul Beck, d'avoir bien voulu nous inviter et organiser cette session dédiée à la santé mentale. Il est vrai que depuis le début, on parle beaucoup des maladies non transmissibles, de la place peu enviable qu'elles ont occupée au niveau du système de santé. Mais je crois qu'à l'intérieur même de ces maladies non transmissibles, la santé mentale occupe encore une place moins enviable. Et donc, c'est une opportunité que nous puissions être là avec les autres pour parler de ce secteur, pour parler de ce domaine et de ce qu'il peut apporter dans cette approche-là. J'ai l'habitude de le dire, on peine à classer les maladies mentales au sein des maladies non transmissibles, même si c'est le déterminisme, c'est le même déterminisme. On parle beaucoup plus de santé mentale pour spécifier qu'on a besoin des spécialistes pour accompagner les patients souffrant de cancer, de diabète, d'affections cardiovasculaires. Mais nous parlons très peu des maladies mentales et pourtant, quand nous scrutons de près, ce sont des maladies qui peuvent donner des troubles des conduites alimentaires. Ce sont des maladies avec les traitements qui leur sont apportés vont entraîner une inhibition motrice, une stimulation de l'appétit. Et avec les derniers médicaments, des troubles métaboliques qui pourront donc induire toutes ces pathologies chroniques. Pour réinsister encore sur l'importance de ce domaine dans la prise en charge globale, holistique des maladies non transmissibles. Donc, ce panel que j'ai le plaisir de co-modérer avec le professeur Sundiata Keita, qui est spécialiste en chimie organique et actuellement doyen recteur de l'université Gamal Abdel Nasser de Guinée. Et nous recevons dans ce panel nos collègues africains, le professeur Valentin Dassa, qui est psychiatre, addictologue et psychotraumatologue, responsable du service de psychiatrie à Lomé, au Togo, le professeur Aruna Ouedraogo, qui est notre maître, notre aîné, et qui a dirigé pendant plus de 30 ans le service universitaire de psychiatrie au Burkina Faso, et donc qui a beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise, qui est notre maître à nous tous dans le domaine actuellement en Afrique occidentale. Et nous avons aussi le professeur Jean-Marie Yewo-Tenena, qui est psychiatre en Côte d'Ivoire, qui a eu à coordonner le programme national de santé mentale en Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui est en charge de la mutualité scolaire au niveau de son pays. Le professeur Idriss Abba est aussi psychiatre, addictologue. C'est lui qui coordonne actuellement le centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar, qui est un centre qui fonctionne depuis 2014 et entièrement dédié à la prise en charge des addictions, que ce soit les intoxications médicamenteuses ou bien ce que nous appelons aujourd'hui les addictions sans produit et qui constituent les addictions du comportement, l'addiction à Internet, aux jeux de hasard, etc. Et donc, Madame Nicole Bardikov, donc, qui est titulaire d'un doctorat
de psychologie et qui est donc la directrice associée de la santé mentale chez Grand Défi Canada. Donc, c'est avec toutes ces personnes de qualité que nous allons partager ce panel que nous allons donc débuter sans plus tarder avec le professeur Idrissa Ba, en lui posant donc quelques questions. Professeur Ba, pouvez-vous nous faire le point sur la problématique des addictions actuellement au Sénégal? Merci beaucoup, cher maître. Permettez-moi d'abord, à l'entame de mes propos, remercier le comité d'organisation et le comité scientifique de cette 6e audition, toute l'équipe du Forum Galien Afrique qui nous ont invités à partager ce panel avec nos illustres maîtres, le professeur Arnaud Traoré, le professeur Kassa, mais aussi vous, qui me permet de partager ce panel avec d'autres experts de la des maîtres aussi. Quand j'ai entendu le nom, tout à l'heure, j'ai un peu étonné. Connais voilà, la portée de ce nom. Donc, pour répondre à votre question, Madame la modératrice, je pense que ce serait bien qu'on essaie un peu de retracer un peu le parcours qui nous a conduit à mettre en place le CEPIAT. Le parcours, je le partagerai avec aussi des maîtres qui ont été là et qui ont pu nous appuyer dans ce travail qui nous a permis d'en arriver là avec les résultats qu'on connaît. C'est très difficile de parler devant ces maîtres. Je pense qu'il y a des témoins qui sont là dans la salle et qui ont pu vraiment assister à ces balbutiements en 2008, 2009. Je vois le docteur Karim Diop qui est là, qui a été un des pionniers, qui était là au tout début, le professeur Pascal qui était là. C'était arrivé à un moment où vraiment on a eu, parce que c'était très difficile d'aborder ce thème, on a eu en face vraiment des autorités, des maîtres qui nous ont écoutés et qui nous ont vraiment soutenus. C'est en 2000, au Sénégal, on commence à parler d'addiction en 2011. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2011? En 2011, nous avons mené une enquête dans la région de Dakar, qu'on appelle enquête externe, qui a vraiment montré l'importance de ce panel. Je pense que dans le panel précédent, on a beaucoup déploré l'absence de données fiables. Je pense que pour le Sénégal, quand même, c'était une avancée. Bien vrai que c'était une enquête assez localisée dans la région de Dakar, mais néanmoins, c'était quand même des données qui étaient importantes et c'était pour la première fois qu'une étude de cette dimension a été menée dans un pays d'Afrique, notamment d'Afrique de l'Est. Et ça montre vraiment la vulnérabilité de cette population et la nécessité vraiment de mettre en place. Le terme d'addiction, encore une fois, c'est un terme qui, dans le monde, est intéressant. Et en 90, qu'on appelle Goodman en a parlé. Je pense que les anciens, en tout cas, qui sont là, peut-être moins les jeunes qui entendent parler d'addiction. Avant, on n'en parlait pas, on parlait de toxicomanie. Et vous voyez qu'il y a un changement de paradigme. Quand on parle de toxicomanie vers l'addiction, il y a un changement il y a quelque chose qui a changé. On fait moins focus sur le produit, mais on va faire focus sur la relation, en tout cas sur le comportement. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a deux types d'addiction. L'addiction aux substances, ça peut être les drogues, ça peut être l'addiction de comportement. Je me rappelle toujours à un de nos maîtres, le défunt professeur Sina,
il nous disait qu'en matière de drogue, parce qu'on parlait de drogue dure, de drogue douce, en matière de drogue, il n'y a pas de drogue dure ou de drogue douce. Ce qui est dur ou dur, c'est l'usage qu'on a fait. Donc, quand on parle d'addiction, c'est vraiment la relation qu'on a avec le produit. La relation que ce produit va occuper dans l'économie psychique de l'individu. L'addiction, c'est un problème. L'addiction aux substances, je pense que c'est la première question. C'est un phénomène mondial. Dans le monde, le rapport mondial de l'ONU en 2022 montrait qu'en 2020, il y avait dans le monde 284 millions de personnes qui ont consommé des drogues dans les 12 mois qui ont suivi chez des personnes qui sont âgées de 15 à 60 ans, 104 ans. Et ce ratio, ce nombre correspond à un ratio statistique. Prenez 18 personnes qui ont entre 18 et 64 ans. Une personne parmi elles ont consommé de la drogue. Quel que soit, ça peut être le cannabis, ça peut être l'héroïne, ça peut être les amphétamines, etc. Donc, c'est un problème mondial et ce phénomène-là n'a pas échappé. Le Sénégal n'a pas échappé vraiment à ce phénomène. 1 sur 2, ça veut dire 5,6% de la population adulte ont consommé des drogues. Donc, c'est un nombre qui est quand même important. Et le Sénégal n'a pas échappé, c'est pourquoi quand on a fait l'enquête, on n'était pas surpris de voir que, par exemple, dans la région de Dakar, bien que dans la région de Dakar, il y avait 1324 personnes qu'on appelle des drogues injectables. 1324 sur une population de Dakar estimée à 3 millions, etc. Je ne sais pas si j'exagère, mais je sais pas, on peut approximativement dire en 2011, par exemple, la population de Dakar, c'était 2 millions ou 2 500 000. Donc, ce qui était pas négligeable. Donc, je parlais tantôt de changement de paradigme. Donc, ce qui fait que au CEPIAT, qui a démarré en 2015 ses activités, de 2015 à 2022, décembre 2022, nous avons enregistré plus de 4000 patients qui sont suivis au CEPIAT. Et ce qui a vraiment attiré notre attention, c'est 2 choses. Un tiers de ces 4000 consomment ce qu'on appelle du cannabis. Donc, c'est la première substance qui fait l'objet de demandes. Ils sont suivis pour consommation de cannabis. L'autre aspect aussi qui nous a beaucoup frappé, et ça rejoint un peu le deuxième point peut-être qui sera abordé, c'est que plus d'un tiers de nos patients ont moins de 24 ans. Donc, ce sont des jeunes ou des adolescents, parce que l'adolescence, on peut approximativement en Afrique dire jusqu'à 25 ans. Donc, c'est important, quand même, c'est très important parce que ça va vraiment nous orienter vraiment dans la prise en charge et dans la prévention. L'autre aspect aussi, c'était qu'en 2015, le CEPIAT a démarré, il y a eu un succès parce que le centre était vraiment fréquenté, etc. Et ça poussait même les autorités. Je pense que le président de la République, en 2016, il y a eu un conseil des ministres qui a été, où il a abordé cet aspect et qu'il a demandé à ce que d'abord qu'on décentralise les activités du CEPIAT, mais aussi et surtout qu'on modifie la loi. Parce qu'on a un code de drogue quand même au Sénégal qui est très répressif par rapport à l'usage de drogue, donc il fait beaucoup plus focus sur le produit que sur la prise en charge. Alors qu'on sait que dans la lutte au Sénégal, on continue à parler de lutte contre la drogue, alors qu'on a vu qu'avec le concept d'addiction qui fait que l'addiction est une maladie du cerveau, donc il faut vraiment mettre l'accent sur la prévention, mais aussi sur la prise en charge. Donc, ce conseil des ministres vraiment a été très salvateur pour nous parce que ça nous a permis de travailler avec le conseil interministériel contre la drogue pour mettre en place un nouveau plan stratégique et pour faire des propositions pour modifier le code des drogues, mais c'est toujours dans les circuits. On a terminé ce travail depuis 2018, mais jusqu'à présent, la nouvelle loi n'a pas encore été adoptée. Donc, c'est pour vous résumer, en tout cas, pour résumer un peu, faire la synthèse de cette question qui m'a été adressée, c'est que c'est un problème qui prend de plus en plus de l'ampleur. On a vu de nouveaux produits qui ont émergé. J'ai parlé de cannabis, j'ai parlé d'héroïne, mais on a de nouvelles substances qui ont émergé dans ce pays.
notamment ce qu'on appelle les volets, les amphétamines, qui commencent déjà à prendre de l'ampleur, surtout chez les jeunes, mais aussi ce qu'on appelle le gaz hilarant, qui commence à aussi le peroxyde d'azote que les jeunes utilisent, qu'on souffle dans les ballons et qui les permettent un peu d'être dans un état voilà, d'excitation, de tout. Mais surtout, et je pense que c'est valable dans des pays, peut-être que nos maîtres vont l'aborder dans leur pays, la question du tramadol, des opioïdes, ça commence à prendre de l'ampleur, surtout les mélanges aussi à base de tramadol. J'ai entendu parler d'Abidjan, de Kadhafi, hein, qui est un mélange de tramadol et d'alcool. Kadhafi, ouais, ils ont des noms assez trucs, mais surtout au Sénégal, il y a ce qu'on appelle la laine, qui est un mélange de codéine et de soda, et qui est un mélange qui est très toxique. Et on a vu des jeunes qui ont fait des overdoses et qui sont partis. Donc vraiment, il y a une nouvelle tendance qui est en train d'émerger aussi face à ces produits. Parce que quand on a ouvert le CEPIAT, c'était pour l'héroïne. Nous avons actuellement 300 patients qui sont dans le programme. Mais maintenant, c'est le tabac, oui, le cannabis, l'alcool et ces nouvelles drogues émergentes qui sont là et auxquelles nous devons faire face. Je pense que pour l'instant, pour ne pas trop monopoliser par rapport à la première question, je vais m'en arrêter là. Et le reste, peut-être, ce sera dans les interventions. Merci. Professeur Ba, à la fin de votre speech, vous étiez en train de glisser vers ces nouvelles drogues qui intéressent spécifiquement les jeunes. Et donc, c'est l'occasion pour nous aussi de parler des autres addictions, notamment l'addiction au téléphone portable, qui ne touche pas que les jeunes, aux jeux de hasard. Est-ce que vous pouvez rapidement nous faire le point sur ces nouvelles addictions comportementales et surtout ce que vous préconisez pour une prévention efficace? Merci beaucoup, professeur. Je pense que dans ma première intervention, c'était l'addiction aux substances, parce que j'avais dit qu'il y a deux types d'addictions. Donc, après avoir abordé l'addiction aux substances, la deuxième question que vous m'avez adressée, c'est l'addiction sans substance, ce qu'on appelle les addictions comportementales. Ça fait partie du gros lot des addictions comportementales. Et vous voyez, nous sommes de plus en plus envahis dans nos foyers par les médias, que ce soit le téléphone portable, que ce soit en tout cas les écrans de façon très générale. Tout à l'heure, j'ai blagué avec un jeune collègue parce qu'il m'a croisé, il ne m'a même pas vu, et je l'ai salué, il ne m'a même pas entendu parce qu'il était scotché sur son téléphone. Et je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par rapport à ça, et je me réjouissais, je me suis réjoui quand j'ai entendu lors de la première session le professeur Gallo, notre maître, qui disait il faut faire focus sur les 1000 premiers jours. Ce n'est pas comme ça il l'a dit, en tout cas avant les 3 ans. Et c'est important ce qu'il dit, parce que beaucoup d'auteurs ont dit pas d'écran, écran zéro avant 3 ans. Pourquoi? Parce que c'est important. Tout à l'heure, j'ai dit que l'addiction, c'est une maladie du cerveau. C'est important. Pendant les 3 premières années, ce qui se passe au niveau cérébral, c'est très important. Le cerveau se développe, on ne le sent pas, on ne le voit pas, mais on voit les progrès que l'enfant fait dans les 3 premières années. Tenir sa tête, c'est un progrès qui est très important et ça se fait à 3 mois. Se tenir assis, c'est un progrès très important parce que c'est là le cerveau entre en maturation. L'enfant qui naît avec un cerveau, avec tout son potentiel neurologique. Les neurones sont les seules cellules, en tout cas, du corps humain qui ne se régénèrent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est à travers les interactions que le cerveau développe des interconnexions, que le cerveau entre en maturation. Imaginez, voilà, un enfant qui n'interagit pas avec un adulte, mais qui interagit plutôt avec des objets. Ce cerveau-là ne peut pas développer ces interconnexions. C'est pourquoi on voit beaucoup de retard chez ces enfants de plus en plus, des troubles du langage qui apparaissent, des troubles cognitifs qui vont apparaître plus tard, et même des retards scolaires, etc. Et ça, on le voit dans notre demande.
dans les demandes qu'il fait et aussi des risques d'addiction aux substances. C'est ces jeunes qui très tôt ont été sensibilisés par rapport à tout ça. Donc, l'addiction comportementale, c'est une réalité et je pense que nous devons faire focus sur ça. Je disais tantôt que ce que j'ai dit par rapport aux substances, il n'y a pas de drogue dure ni de drogue douce. Ce qui fait que ce soit doux et douce, c'est l'usage qu'on a fait. Mais avec les objets aussi, c'est pareil. On utilise les TIC, on peut utiliser les TIC dans l'éducation, dans la formation, dans l'apprentissage. Ça sert parce que c'est un outil. Mais les TIC, du fait de l'usage détourné qu'on fait, parce qu'il y a des usages détournés, il y a des parents qui donnent des tablettes ou des portables à leurs enfants pour les calmer. Ça, c'est un usage détourné. Ce n'est pas un usage éducatif ou d'apprentissage, alors que ça peut se faire. Il y a des parents qui donnent des objets là pour que leurs enfants dorment, ou bien pour avoir la paix aussi, pour calmer les enfants, pour qu'on puisse voilà, discuter avec des trucs, on leur éteint la télé. Alors que je pense que ce qui est recommandé, c'est quand on donne un outil, en tout cas une tablette ou un téléphone à son enfant, ou qu'on lui donne une télé pour suivre des émissions, je pense que la présence des parents, c'est important. Parce qu'en cas de besoin, l'enfant peut se retourner vers l'adulte, qui peut le rassurer, il y a une interaction, etc. etc. Mais si l'adulte n'est pas là pour le calmer, pour le rassurer, là aussi, ça devient plus ou moins inquiétant. Donc, je pense que j'ai abordé un peu ce problème des addictions aux substances, mais aussi des addictions sans substance. L'un dans l'autre, c'est pourquoi le concept d'addiction, c'est très important, parce que quand on s'est limité à la toxicomanie, ça ne nous permettait pas d'aborder ces aspects-là. Ça ne nous permettait pas d'être dans la prévention, parce que dans l'addiction, il y a différentes phases. Il y a différents niveaux d'usage. Il y a différentes approches. Il y a ce qu'on appelle l'approche catégorielle, qui permet de dire c'est un usager simple, ou bien c'est un usager à risque, ou bien c'est un usager, il est devenu dépendant et qu'il mérite une prise en charge. Dans l'approche dimensionnelle, avec le DSM-5, la classification américaine, il y a différents niveaux aussi d'addiction. Ça peut être un usage modéré ou un usage faible, ou bien un usage quand même, une dépendance sévère. Donc, je pense que c'est une approche vraiment en parlant d'addiction qui nous permet vraiment d'ouvrir le champ et de pouvoir discuter avec nos autres collègues aussi, que ce soit les collègues des maladies infectieuses, des gastro-entérologues, etc. Donc, c'est pourquoi au CPR, on a préféré vraiment cette approche intégrée, comme on a dit. L'addiction prise seule, voilà, ça n'existe pas. Il y a addiction avec différentes aussi approches qui sont là et qui nous permettent d'intervenir avec les autres collègues. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, professeur Ba, pour ces réponses assez claires. Je vais laisser la parole à mon co-modérateur pour qu'il puisse donc poser ces questions au professeur Dassa. Merci. Merci bien, madame. Comprendrez ici que je suis livré de ce bon grain. Moi, je suis chimiste, tous sont des psychiatres, on parle de maladies psychiatriques. Donc, je vais me fixer moi-même des interdits. Alors, cela dit, monsieur le professeur Ba a planté le décor. Et pour nous tous qui sommes là, ce qu'il a dit, c'est valable pour tout le monde. Dans toutes les capitales du monde africaine, c'est la même chose. Mais actuellement, il y a une drogue qui est venue, qui vient de la Sierra Leone, qu'on appelle push. Quand les enfants, ils avalent la langue, il y a souvent des morts, on a des cas de sérieux problèmes avec ça. Mais ça vient de la Sierra Leone, on ne sait pas de quoi. C'est dire que vraiment, c'est un problème qui est entier. Alors, heureusement qu'à mes côtés, je vais avoir une excellente experte, qui est Madame professeure Aïda Silla, qui m'aime bien, qui a dit que je suis le recteur. Non, je suis qu'un chef de département. Hein. Alors donc, à mes côtés, comme j'ai dit, elle va être, disons, ma défense. Elle est chef de service de psychiatrie du centre hospitalier universitaire de Fann, Sénégal, médecin psychiatre, psychothérapeute, familiale et systémicienne, professeur titulaire de l'Université Cheikh Anta Diop, bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience en psychiatrie et dans l'enseignement, formatrice pour le renforcement des équipes
et l'analyse institutionnelle. Personnes aux ressources pour la mise en place et la supervision aux missions des groupes professionnels. Auteur de plus de 40 articles scientifiques et de manuels de formation en psychiatrie destinés au personnel de santé des structures décentralisées. Président de la Société africaine de santé mentale depuis mars 2023, représentant de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à l'Association mondiale de psychiatrie depuis septembre 2020. Il faut l'applaudir quand même. Hein? Donc, je suis avec elle, ce qui fait que je n'ai pas vraiment très peur. Donc, pour continuer, nous allons prendre... je vais prendre... Je vais prendre... Nous allons maintenant passer la parole au professeur Valentin Olou Dassa, hein, psychiatre, psychiatre, stress consoleur, chef de service psychiatrie CHU Campus Lomé Togo. Monsieur le professeur Dassa est psychiatre, professeur titulaire des universités, praticien hospitalier et chef de service de psychiatrie du CHU Campus Lomé Togo. En plus d'être stress consoleur, il est le coordinateur du master professionnel de santé mentale, Université de Lomé Togo. Ses compétences sont multiples, tant dans le traitement et prévention des troubles de santé mentale, des addictions, des substances psychoactives, et à la prévention et à la prise en charge du psychotraumatisme. Alors, monsieur le professeur, pour continuer, nous avons une question. Savoir, ce travail vous amène-t-il à collaborer avec d'autres départements? Quelle place est accordée à la santé mentale dans cette collaboration? Merci, monsieur le modérateur. J'aimerais en un mot dire merci à l'organisation, au Forum Gallien, pour l'accueil extraordinaire sénégalais que la délégation togolaise a eu à avoir depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Et nous avons constaté une organisation parfaite. Et je vous en remercie. J'aimerais répondre à votre question en reprenant ce qui se dit dans cette salle depuis mardi. Multisectorialité et multidisciplinarité. C'est dans ce sens que nous avons été amenés dans la question des addictions à collaborer avec plusieurs secteurs, avec plusieurs départements. Je m'en vais citer seulement 4 départements clés avec qui nous collaborons depuis une vingtaine d'années. D'abord, le ministère de l'Éducation. Comme le disait tout à l'heure mon collègue Dr Ba, vous savez que les addictions comme les troubles de santé mentale commencent généralement dans 80% entre 12 ans et 25 ans. Or, plus le repérage est précoce et mieux le pronostic est. C'est pour ça que dans la collaboration avec l'éducation, nous faisons un focus vers le repérage, le dépistage des sujets, des élèves qui sont dans l'initiation, dans l'expérimentation. Et à ce titre, nous avons formé aussi des pères éducateurs qui sont des élèves, qui sont à même de repérer le plus tôt possible leurs collègues expérimentateurs pour les référer pour une prise en charge, une prise en soin précoce. Et sachez aussi que dans le milieu scolaire, c'est l'initiation aussi aux addictions comportementales, l'addiction au jeu, addiction à l'Internet, addiction au téléphone portable. Et dès que le repérage est fait précocement, la prise en charge est très efficace.
Le deuxième département avec qui nous collaborons, c'est le département de la sécurité et de la protection civile. Sachez que ce département se charge surtout de la répression, c'est-à-dire réduction de l'offre. Donc, contrôle aux frontières, contrôle dans les ghettos, etc. Et comment la santé mentale intervient? Nous intervenons surtout chez les personnes interpellées, que ces personnes interpellées soient des trafiquants ou soit des consommateurs. Et là, nous intervenons surtout dans les centres de garde à vue. Et généralement, soit les gens sont sous l'effet de la drogue et ils sont violents et nous intervenons, ou alors ils sont, surtout les 3 premiers jours, ils sont vraiment dans le sevrage. Et dans le sevrage aussi, il faut une prise en soin précoce. Le troisième ministère, c'est la justice. Effectivement, c'est la réglementation et la loi. Et la santé mentale intervient en ce sens que nous intervenons dans les structures de détention, dans les prisons, dans les ghettos aussi, et nous intervenons pour traiter les détenus qui continuent de s'intoxiquer même en prison, et ceux qui ont des complications. Et surtout, nous répondons à une question judiciaire cruciale, c'est l'injonction thérapeutique. Donc, chez les usagers pris en flagrant délit, on leur propose un traitement à la place de la détention. Voilà. Et nous intervenons également à leur réhabilitation et à la préparation, à leur réinsertion après la détention. Le quatrième ministère chez lequel nous travaillons beaucoup, c'est la communication. Au niveau de la communication, nous intervenons beaucoup avec les médias, beaucoup avec la presse écrite, la presse orale, pour développer l'information vraie, l'information réelle à la population. Parce qu'il y a de fausses informations qui circulent à propos des substances psychoactives. Et pire encore, il y a des informations qui sont en fait contre-productives. Je donne l'exemple d'une information qui nous avait été donnée et qui devait être portée à la connaissance des jeunes. Spot publicitaire, 10 kilos de cocaïne égale un véhicule. 50 kilos égale une maison à 2 étages. Vous voyez cette information chez les jeunes, ben, ils vont vouloir s'en procurer et vendre et s'en procurer. Donc, c'est des informations contre-productives pour qui nous amènent à travailler beaucoup avec la presse écrite, la presse orale, pour donner des spots publicitaires qui sont de bonne facture. Voilà les différentes structures avec lesquelles nous collaborons. Merci. Bon, on sent que c'est une approche multisectorielle, comme vous l'avez dit. On veut savoir quelles sont les leçons apprises dans cette collaboration. Alors, merci beaucoup. Je vais vous décevoir. Dans cette collaboration avec ces autres secteurs, la place de la santé mentale est très faible. Ceci a une explication, parce que la santé mentale est mal perçue. La santé mentale n'est pas connue du grand public. Et pour eux, la santé mentale, c'est d'aller traiter les fous. C'est d'aller enlever la drogue chez celui qui a consommé ou de lui faire une piqûre pour qu'il ne rechute plus. Mais ce n'est pas ça. Donc, vous voyez, nous avons un devoir important, c'est informer le grand public sur ce que c'est que la santé mentale. Et c'est ça qui explique d'ailleurs qu'il y a peu de financement des activités en santé mentale. C'est cette méconnaissance qui explique ça. Alors, quelles sont les leçons apprises? Je vais citer seulement 4 leçons apprises, dont la première est que de tout ce que nous avons fait et de toute notre collaboration, je pense que nous l'avons souvent dit, il faut un traitement communautaire du problème. Le problème de la drogue n'est pas un problème médical, c'est un problème de la société qui va mal. C'est un problème de tout le monde, multisectoriel. Et dans ce sens, la santé mentale doit aller vers la population, vers la communauté, vers les familles, les leaders d'opinion, les leaders religieux,
les responsables politiques locaux, les agents de santé communautaires. Je pense que c'est à ce niveau familial, communautaire, que la lutte doit être menée et dans l'intersectorialité. Le deuxième élément de leçon tirée, c'est que, quoi qu'on dise, il faut une intervention précoce. L'intervention précoce dans d'autres pays ont fait des preuves. Plus la pathologie est détectée tôt, et mieux est le pronostic. Je veux dire que c'est en ce sens que nous avons un devoir de former les personnels socio-sanitaires de première ligne. Je veux parler de l'infirmier, la sage-femme, la coucheuse. Je veux parler des auxiliaires médicaux en général. Ils doivent être formés pour repérer, dépister les premiers signes de pathologie, les premiers signes d'usage de substances psychoactives pour les orienter vers les professionnels formés qui vont faire un diagnostic précoce et une prise en soin. C'est le deuxième élément. La troisième leçon apprise, c'est justement le fait que nous n'avons pas de financement. Il faut des mécanismes innovants pour sponsoriser nos actions en santé mentale, sponsoriser nos recherches actions intracommunautaires. Parce que sans les données basées sur des faits réels, nous ne pouvons pas élaborer des projets. Voilà pourquoi nous cherchons, nous demandons que nos actions soient financées. Et ça, c'est extrêmement important. La psychiatrie, la santé mentale est le parent pauvre au niveau de toutes les disciplines médicales. Et le dernier élément, c'est en fait, nous devons profiter des nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme le disait mon collègue, c'est-à-dire qu'il faut une santé mentale mobile. La psychiatrie doit sortir de son confort. Nous n'avons pas besoin de grands buildings. Nous devons aller vers la population, travailler avec les familles à domicile, former les équipes mobiles, faire des consultations foraines, aller dans les ghettos et faire le outreach, comme le disent les anglophones, pour la prise en soin des toxicomanes, et surtout utiliser les nouvelles technologies pour la formation à distance des agents de santé communautaire et pourquoi pas aussi pour faire des formations et des soins à distance. Je pense que nous devons utiliser vraiment ces nouvelles technologies. Je vous remercie. Nous avons suivi le professeur et dans les leçons à tirer, j'ai bien aimé le traitement communautaire. Puisque vous voyez, ces maladies sont des maladies. Quand vous avez un enfant qui est, souvent c'est une honte pour la famille. Mais cette dame, elle peut aller sur le guérisseur qui est village, qui est proche de lui, pour le souffler un peu le truc. Alors c'est pour cela que je dis dans la communauté, il faut vraiment, les guérisseurs doivent être vraiment une interface qu'il faut beaucoup utiliser parce qu'ils sont beaucoup plus proches de la population. Hein? Merci beaucoup, professeur Keita. Je pense que nos deux collègues qui ont parlé des addictions, qui sont un peu, je dirais, une définition que j'aime bien, la perte de la liberté de s'abstenir de consommer ou de faire quelque chose. Et je pense que tous les deux, ils ont insisté sur le fait que c'était un problème global, qu'il fallait prendre en charge de manière globale, que c'était un problème à la fois médical, social, environnemental. Et je pense que le maître mot qui est ressorti, c'est la prévention précoce, mais l'action des professionnels auprès des communautés. Et cela me permet de faire la transition pour passer à notre collègue, le professeur Jean-Marie Yeo Tenena, qui a eu donc à coordonner le programme national de santé mentale en Côte d'Ivoire ces dernières années, juste pour lui demander de partager avec son expérience. Et dans ça,
de nous dire s'il pense que la place accordée au traitement des pathologies mentales dans les pays africains est vraiment une place importante et les recommandations qu'il ferait aux décideurs pour non seulement une meilleure prise en charge des troubles mentaux, mais aussi une intégration au niveau des maladies non transmissibles. Professeur Yeo Teneda, vous avez la parole. Merci, professeur Aïda. Mais je voudrais, avant mon exposé, remercier les membres du comité d'organisation qui m'ont invité à ce forum, qui me permet de participer avec des spécialistes de mon domaine d'exercice. Traduire mon expérience en tant que directeur du programme national santé mentale en Côte d'Ivoire, mon expérience administrative directe est brève. Elle n'a fait que 2 ans et demi. Mais j'ai été chargé d'études au programme national de santé mentale à côté de mon professeur et de mon maître, le professeur Delafosse. Notre principe a été le suivant. Il était question de faire un plaidoyer pour une insertion plus large de la santé mentale dans le dispositif de soins de la Côte d'Ivoire. Non seulement la santé mentale, mais également la psychiatrie. Alors, comment nous avons procédé? Et surtout moi, ces dernières années, j'ai œuvré à impliquer la santé mentale dans toutes les situations de crise qui sont passées en Côte d'Ivoire. Toutes les crises militaro-politiques qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire, il fallait après tous ces conflits écouter les populations, prendre en charge les populations. Donc, un dispositif était mis où les acteurs en santé mentale intervenaient. J'en veux pour preuve le désarmement en Côte d'Ivoire qui a duré près de 3 ans. Toute une équipe de psy était composée pour intervenir. La composition de l'équipe s'est faite dans la pluridisciplinarité, mais l'exercice était transdisciplinaire. Je m'explique. Il y avait des psychologues, il y avait des anthropologues, il y avait des sociologues, il y avait des psychiatres, des médecins généralistes, des travailleurs sociaux. Tout le monde y était. Les psychiatres avaient le lead, ils étaient les chefs d'équipe sur les différents sites. Mais il n'était pas question de fonctionner en clivage. Le psychiatre était le responsable de l'équipe, mais ils travaillaient ensemble. Tous les problèmes étaient débattus. C'était ça la transdisciplinarité. Certes, une équipe pluridisciplinaire, mais l'esprit était transdisciplinaire dans le fonctionnement. Mais également au niveau de la Commission nationale d'enquête, nous avons fait un plaidoyer auprès des autorités. On a assisté les populations. Lorsqu'il fallait verbaliser, exprimer à l'autorité de justice ce qu'on a subi, il fallait les accompagner, il fallait les écouter après. Mais également, les femmes et les enfants victimes de violences au décours de la crise ont été suivis. Tous ces processus ont eu comme quelles conséquences après? Toutes les crises sanitaires qui ont suivi, évidemment, nous avons encore fait les plaidoyers auprès des décideurs où on a été impliqués. Mon aîné, mon maître est là, le professeur Éolier. Lorsqu'on a eu la pandémie à coronavirus, rapidement, lui qui était chargé de la prise en charge médicale, je l'ai approché et il a compris le bien fondé d'insérer la santé mentale dans la prise en charge. Et cette insertion s'est faite à travers la formation des acteurs, les acteurs de santé, les prestataires de soins. Il fallait non seulement les former, leur donner des notions sur les premiers secours psychologiques, il fallait les écouter et les soutenir au décours de leur exercice. Mais également, il fallait apporter un soutien aux communautés. Il fallait aussi soutenir les familles lorsqu'il y avait un décès. Il fallait aussi divulguer la notion d'enterrement digne et sécurisé lorsqu'on avait un décès. Il fallait expliquer aux communautés qu'on ne pouvait plus toucher le corps comme avant. Des missions ont été faites, les plaidoyers qu'on a fait, on a été compris, on a fait ces missions auprès des communautés, à la fois civiles que religieuses, et le message est passé. Voici un peu comment nous avons travaillé ces derniers temps. Alors, toutes les catastrophes naturelles qu'on a eues en Côte d'Ivoire, les mêmes équipes ont été mises sur pied pour intervenir, pour accompagner les populations. Et même l'attaque terroriste en 2016, on a été sollicité. La difficulté qu'on a, c'est qu'on fonctionne comme une cellule d'urgence médico-psychologique. C'est une cellule d'éveil mais nous n'avons pas une décision administrative actée. C'est de manière informelle. Donc, nous n'avons pas entendu d'avoir un décret ou un arrêté de nomination. Mais nous, dans notre expérience,
les plaidoyers qu'on a fait auprès des décideurs, chaque fois qu'il y a une catastrophe, les responsables des circuits d'intervention, nous les approchons et nous sommes intégrés pour intervenir. Alors, au cours de mon exercice, j'ai constaté également une insuffisance d'offres de soins en santé mentale. L'offre de soins n'était pas étoffée. Et quand on a fait une enquête, on s'est rendu compte qu'on avait plus de 1000, à peu près 1500 centres de soins non conventionnels. Et ces centres prenaient en charge nos malades. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Moi, en tant que directeur coordonnateur, je n'ai même pas plus de 10 hôpitaux psychiatriques en Côte d'Ivoire avec des hospitalisations. Alors, je ne pouvais pas rester les bras croisés et laisser ces souffrances là-bas, dans la mesure où nous n'avons pas le même système de soins. Alors, j'ai approché le programme de médecine traditionnelle. Ensemble, les tradis praticiens et ceux qui soignent par les prières ou la religion, les malades, on les a approchés, ceux qui étaient prêts à travailler avec nous, pour leur faire des formations pour que les soins soient plus humanisés. Parce que parfois, ils ont une contention physique qui est un peu violente, qui ne respecte pas les droits de l'homme. Il fallait approcher ces communautés et nous avons fait un travail. Également, j'ai fait un plaidoyer avec les autres programmes de santé pour que des notions de psychologie soient prises en compte. Parce qu'on sait que face à la maladie chronique, il y a toute une psychologie autour du cancer, par exemple. Il y a toute une psychologie autour de l'hypertension, autour de l'insuffisance rénale. Parce que la plupart du temps, médecins que nous sommes, c'est la pathologie organique qui prédomine. Et on ne prend pas en compte les besoins psychosociaux. Donc, il y a tout un plaidoyer que j'ai fait auprès des différents programmes et auprès des différentes structures pour que soit pris en compte le volet psychologique des souffrances dont nous avons la responsabilité. Alors, pour emboîter avec la deuxième question, quant à savoir la place de la santé mentale en Afrique, je ne vais pas répondre directement à cette question, mais je vais l'illustrer à travers une petite étude que j'ai eu à faire en 2016 dans un CHU d'Abidjan. Il était question pour moi d'apprécier un peu ce que mes collègues médecins pensaient du psychiatre et pensaient de la psychiatrie. Alors, cette étude a donné les résultats suivants. 25% des praticiens médecins non psychiatres classaient la psychiatrie au dernier rang des spécialités médicales. Pour 2% d'entre eux, ce n'était même pas une discipline médicale. Et pour 75% d'entre eux, le psychiatre lui-même posait problème. Il était malade. Ou s'il n'était pas malade, il allait être malade. Alors ça conforte une certaine position dans la société. Je me rappelle lorsque je m'orientais, après ma formation initiale de médecin en 1993, lorsque je m'orientais vers la psychiatrie et la santé mentale, on me disait, mais tu vas gaspiller ton intelligence. Si toi-même tu n'es pas malade, tu auras un enfant malade. Voici un peu cette représentation. Alors, cette perception, cette représentation et l'interprétation de la maladie mentale, l'interprétation culturelle, vous voyez que tous ces éléments peuvent expliquer l'itinéraire, le parcours de nos malades. En partie, on peut avoir des explications. Je pense que la santé mentale n'est pas bien perçue. Mais pour améliorer l'image de la santé mentale en Afrique, je prends ce dicton. C'est des préjugés. Pour combattre le préjugé, qu'est-ce qu'on fait? Le préjugé n'est rien d'autre que l'enfant de l'ignorance. C'est parce qu'on est ignorant qu'on a des préjugés. Et donc, c'est en s'attaquant à l'ignorance qu'on aura des chances de combattre le préjugé. Alors, ça veut dire quoi? Que dans les formations initiales des acteurs en santé, il faut revoir les curricula de formation et donner une place à la santé mentale et aux troubles mentaux. De ce fait, lorsque nous allons faire les plaidoyers, nous acteurs des soins, les psychiatres et les psychologues ou bien les anthropologues ne seraient pas les seuls à porter ce combat. Tous les acteurs de soins seront mieux sensibilisés à ces questions et on va porter cela ensemble. Mais il ne faut pas s'arrêter aux acteurs de soins. Il faut que les programmes de santé mentale dans les différents pays continuent le travail de proximité et d'explication auprès des communautés, auprès des guides
religieux, les chefs traditionnels et autres. Et également aussi, pour les décideurs, il faut qu'on puisse fournir des études. On ne peut plus continuer à donner des études partielles et parcellaires qui émanent des services. Il nous faut des études nationales pour apprécier les phénomènes. Vous voyez aujourd'hui les questions de la drogue Kadhafi, mon collègue l'a dit, en Côte d'Ivoire, c'est le cas. On en parle plus aujourd'hui, c'est médiatisé, mais la question de la drogue n'est pas récente. Elle est ancienne, mais parce qu'elle est médiatisée aujourd'hui. Donc, il faut que ces combats, on les porte ensemble avec les communautés et avec les décideurs. Ce n'est pas le biais des études qui vont argumenter nos positions. Une presse avait fait écho que le suicide en Côte d'Ivoire, on était 2e en Afrique subsaharienne. J'étais encore directeur coordonnateur. J'ai approché l'OMS et le ministère de la Santé. Nous avons mené une étude. Le suicide n'est pas un fait nouveau, il existe, mais il est parfois travesti. Nous avons fait une étude, les résultats sont probants. Ils ont été remis au ministre de la Santé. Dommage, je ne pourrais pas vous les communiquer pour une question d'État. Et de ces résultats va sortir une logique de prévention du suicide. L'OMS nous a appuyé, on a fait une étude dans toutes les régions, on a trouvé des chiffres réellement. Et vous voyez que si nous, acteurs, nous ne faisons pas d'études, mais qu'est-ce qu'on peut proposer aux décideurs pour qu'ils nous aident? Il faut faire des études, il faut sensibiliser les populations, il faut revoir les curricula de formation. Le professeur Dassa l'a dit, les acteurs de premier contact dans les structures de soins, il faut les former. Et avec le centre e-santé et l'appui du professeur Ollier, nous avons pu former plus de 1500 agents de santé en Côte d'Ivoire sur les premiers secours psychologiques, sur beaucoup de notions de psychologie. Alors, il faut également une collaboration avec la médecine traditionnelle, comme je l'ai dit. Vous savez qu'ils ont une partie de nos malades, on ne peut pas occulter. On ne peut pas occulter. Il faut absolument établir un cadre de collaboration avec eux. Je vous dis, en Côte d'Ivoire, nous avons plus de 1500 centres religieux et traditionnels. Donc, nous sommes obligés d'aller vers eux. Nous ne sommes pas des adversaires. On vise le bien-être des souffrances que nous avons. Comment les amener à aller mieux? Donc, on ne peut pas les laisser comme ça. Voici un peu ce que je peux dire sur les 2 questions qui me concernent. Merci beaucoup, professeur, chers collègues, pour ces réponses pertinentes en nous replongeant dans le stigma qui entoure les maladies mentales et qui s'étend même aux professionnels de santé mentale. Merci de l'avoir rappelé. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de disciplines médicaux où, lorsque vous venez pour vous inscrire, on vous demande si vous avez réellement eu l'autorisation de vos familles. Je me souviens qu'en commençant la psychiatrie, on dit, est-ce que tu as eu l'autorisation de ta famille? Ça m'est tombé et je me demandais pourquoi. Et là, le patron me dit, ah si, il faut leur demander, il faut que tu sois autorisé, sinon on peut même te faire interrompre. Parce que pour beaucoup, la psychiatrie, c'est du domaine des esprits, c'est un domaine dangereux, parce que vous allez vous battre contre des esprits, c'est comme ça que c'est conçu. Et mon patron me disait, il suffit que tu commences la psychiatrie pour qu'en reculant du service, l'arrière de ton véhicule cogne un arbre, on donnera à ça une explication qui va pousser d'autres à te dire, arrête, c'est dangereux, ne le fais plus. Et donc, je pense que cette collaboration avec les tradipraticiens, ce travail, encore une fois, au niveau des communautés, est importante pour faire comprendre ce que nous faisons et le faire passer aussi. Et merci d'avoir partagé cette expérience, surtout dans les situations d'urgence. Et je pense que c'est bien de parler des maladies transmissibles, des maladies non transmissibles, mais je crois qu'il y a d'autres choses qui se trouvent entre eux. Et je crois que ce n'est pas pour rien que le CDC est en train de mettre en place un cadre qui va inclure aussi bien les troubles mentaux que les blessures aussi, qu'on oublie souvent. Lorsque quelqu'un, après un accident, a certains types de fractures, certains types de blessures, c'est vrai qu'ils sont réparés par les traumatologues, les chirurgiens, et parfois on pense que le problème est terminé, on s'arrête là.
alors qu'on peut déboucher sur quelque chose de chronique, le syndrome subjectif des traumatisés du crâne, les blessures psychiques lors des accidents qui doivent être suivis à vie. Je pense que de plus en plus, ce sont des choses sur lesquelles donc les professionnels de santé, pour être holistiques, devront se pencher. Je repasse la parole à mon co-modérateur. Merci, professeur. Maintenant, nous allons nous tourner vers Dr. Nicole Bardikov de Being Initiative Grand Challenge. Elle est titulaire d'un doctorat en psychologie de développement et a travaillé dans le secteur de la santé mentale et le développement de la petite enfance au cours des 10 dernières années en soutenant des programmes cliniques, la recherche et la défense des intérêts. Vous êtes directrice, bon, comme j'ai dit, vous êtes titulaire d'un doctorat de psychologie expérimentale du développement. À ce titre, nous voulons savoir, pouvez-vous nous faire un point de la situation mondiale de la santé mentale chez les femmes et les jeunes des milieux favorisés? Je veux commencer par vous remercier pour avoir inclus aujourd'hui. Et malheureusement, je vais parler en anglais. So thank you as well to all the organizers for including mental health in this really important event in the Galleon Forum. I think that it shows such great advancement in the field over recent years. And we see, and we've heard a lot from some of these esteemed panelists around challenges that people are experiencing with mental health. And so when we look at this globally, about 1 billion people experience mental health challenges. And as we've already heard, a majority of these challenges start during youth. So the majority start before the age of 14, 75% are starting before the age of 24. So we see why it's so important for us to think about this period of development, both in terms of supporting young people as during the onset of these mental health challenges, but also because this helps set the stage to alleviate some of the burden of mental health that we see in adulthood by helping to provide young people with the skills and the knowledge necessary to be able to cope with and respond to some of the challenges that they're facing. I don't think that this would be particularly surprising to people in this room, but we're seeing rising rates of depression and of anxiety with young people, particularly after COVID, given the challenges that so many people around the world are experiencing. Suicide remains one of the leading causes of death for young people globally. About 800,000 people die by suicide every year, which corresponds to about one person every 40 seconds, which is entirely too many. And yet, despite this, and despite all of the really important information we've heard today, mental health remains, as again we've heard, a deprioritized, or at least not as prioritized as other health domains. And that translates into so many different areas. So globally, on average, only about 2% of national health budgets are allocated to mental health. When we look at it from a development assistance perspective, mental health continues to make up less than 1% of funding for global health. And because of that, we then see a lack of resources, we see a lack of programs. The treatment gap remains quite large. In many parts of the world, that can be up to 90% of people who require treatment are not able to access it. And we see that problematic for young people as well, particularly for young people, because where treatment does exist, there are times where it's not suited to the specific needs of young people. It's not kind of youth friendly. We've already heard today about the real importance of community-based care, and that's one of these key aspects of this. These treatment gaps exist because there's still a lack of trained professionals. There's a lack of resources. There's a lack of this focus and of funding. And because of that, there's also persistent stigma that we see around mental health, around what that means, what it means for an individual to be suffering from mental health challenges. So I think really not to paint an overly dire picture, but these needs for young people are increasing, and the barriers to being able to
access supportive care, to be able to address their mental health needs, are quite persistent. Now, alongside that, I do think that we're seeing some positive changes. There's a lot of interest as well from young people in really being able to be part of the research, part of the solutions to be able to address their mental health needs. I think we've heard over the course of this forum how important it is to work with communities, to work with end users, to work with the people who are directly impacted by these challenges. And that's becoming an increasing trend within the mental health space. I think there's a lot of interest, a lot of desire from young people to really engage in this in a way that we're starting to see more and more positive impacts. Thank you. Vous avez compris vos activités et surtout vos objectifs. Nous voulons savoir maintenant quelles sont les initiatives que votre programme a mis en place pour contribuer pleinement à l'amélioration de la santé mentale des femmes et des enfants. Merci. I will try briefly in French. Okay, so Grand Défi Canada est une plateforme d'innovation mondiale qui soutient les idées audacieuses ayant un impact social sur les défis sanitaires et humanitaires. Nous finançons les innovations au stade de la preuve de concept et également lors de leur transition à grande échelle. Now, unfortunately, I switch back to English so I can give you a little bit more detail. We have been funding in mental health for the last 11 years and have been very fortunate enough to be able to support some really exciting and impactful initiatives that cover a range of different topics. So things like a program run by an organization called the Banyan in India that provides an alternative to institutionalization for people with severe mental health challenges like psychosis and schizophrenia, who have been institutionalized for extended periods, and they provide choice-based supportive community housing to help individuals be able to reintegrate back into communities, to be able to help be supported with a number of skills and to help manage their mental health needs in communities as opposed to in institutional care. We've also supported programs like one out of South Africa run by an organization called Waves for Change that works with young people who have experienced adverse childhood events, who've been exposed to repeat trauma. They use surfing as a means to provide kind of safe and fun ways for children to be children, to feel like they have adults around them that they can rely on. And through that, weave in a curriculum around emotional regulation, around coping with their experiences and socio-emotional development. So there's just a few of the many kinds of programs that we look to fund. And recently, just at the end of last year, we launched the next phase of our work. It's called the Being Initiative. It's an international collaboration that we host at Grand Challenges Canada. And the purpose of this is to really try and fund innovation, research, mobilization, and advocacy to help transition from where we can a reactive system to a more proactive one. So really focusing on prevention and promotion. We're looking at this in 13 priority countries, one of which is Senegal. And what we're really trying to do here is fund programs that tackle some of the upstream drivers of mental health challenges. And now I, myself and my colleagues, we sit in Canada. We cannot say what all of those specific needs are. And as we've already talked about, these really need to be community driven and very contextually specific. So over the last 6 months, we've been working with partners in all of these countries to conduct context analysis and extensive consultations to surface up what these priority thematic areas need to be that are very specific to the countries and the communities in questions, as well as what the barriers are to being able to really scale and integrate these types of programs. We've heard some of them today. And what we will do is use that. That will dictate what the funding looks like, what the priorities look like in each of these different contexts. And we'll be putting out calls for funding with that next year. And our goal is to continue to be able to work alongside communities to be able to address these challenges that are very specific to their needs, and hopefully be able to see some change
in the space of youth mental health. So thank you. Merci, docteur. Par rapport à vos déclarations, premièrement, on sent que vous venez à l'aide surtout aux enfants qui sont des héritiers, qui n'ont pas de moyens. Et vous avez dit dans votre déclaration que, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, votre confrère professeur, la maladie mentale, c'est une, disons, elle est négligée point de financement. Et votre organisation se déploie en Afrique pour aider les jeunes en mobilisant des ressources. Vous avez pris le cas du Sénégal, vous êtes implanté dans 13 pays dans le Sénégal. Je crois que c'est une activité qui est très noble et surtout que vous apportez ce qui nous manque ici, qui est le financement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Keita. Nous arrivons donc à la dernière partie de notre panel avec notre maître, notre ancien, comme je le disais donc à l'entame du panel, l'un des plus expérimentés actuellement comme psychiatre africain, le professeur donc Aruna Ouedraogo, donc d'origine burkinabé et sénégalaise, puisque sa formation s'est déroulée ici au Sénégal. Et donc, professeur, avec toutes ces années où vous avez dirigé le principal service de psychiatrie au Burkina, pouvez-vous nous faire le point sur l'ampleur des maladies mentales et les couches les plus touchées? Et ensuite, en vous basant sur cette expérience, quelles leçons vous transmettrez à la jeune génération ou à la nouvelle génération de psychiatres pour une intégration effective de la santé mentale dans le cadre de la lutte contre les MNT? Vous avez la parole, professeur. Merci beaucoup, Madame la Présidente et chers collègues. Il me plaît également de remercier les organisateurs de ce forum, en particulier mon maître, le professeur Awa Marie Kolsek, pour cette invitation, et remercier également Madame la Présidente pour l'initiative d'organiser ce panel et féliciter tous les collègues qui m'ont précédé. Alors, on dit souvent en Afrique que celui qui parle doit avoir pitié de celui qui écoute. Nous avons énormément dépassé le temps. Et ce que je dois pouvoir dire en 10 minutes, normalement, on doit pouvoir pédagogiquement le dire en 5 minutes sans altérer la qualité du message. Revenant donc au thème et à la question qui m'a été posée, à savoir l'ampleur du phénomène dans mon pays, je dois dire que nous avons un peu cette chance d'avoir, à côté des données hospitalières, des données en population générale. Alors, pour ces dernières données, donc en population générale, nous avons, avec l'appui de partenaires, pu réaliser des enquêtes populationnelles qui indiquent en termes de prévalence globale, une prévalence estimée à 33% de troubles mentaux au sein de la population générale. Alors, vu sous cet aspect, peut-être que ça peut ne pas avoir, on va dire, de sens. Mais quand on comprend que pour des enquêtes qui utilisent les mêmes types d'outils, on est de l'ordre de 15 à 48%. Alors, vous voyez qu'on peut nous situer quelque part. C'est à vous de mettre le curseur là où vous estimez qu'il doit être pour apprécier donc l'ampleur du problème. Alors, en termes de situation clinique couramment rencontrée en population générale, retenez un peu les trois principales situations rencontrées. C'est la dysthymie. Alors, pour faire simple, c'est une forme de dépression qui va s'installer dans la durée, mais qui n'a pas, en termes d'intensité, l'ampleur, l'intensité de la dépression caractérisée. Donc, ça, c'est le premier diagnostic. Le deuxième,
c'est l'épisode dépressif donc caractérisé, et vient en troisième position le trouble panique, qui est une forme en fait d'anxiété. Alors voilà ce qu'on trouve en population générale. Alors, qu'en est-il de ce qu'on trouve en population hospitalière? Là également, je vous invite à retenir les trois. C'est la schizophrénie, c'est des formes graves en fait de maladies mentales chroniques et invalidantes. En deuxième position, c'est la dépression. Et en troisième position, ce sont en fait les troubles psychotiques aigus transitoires. Alors, que retenir de ces deux-là? Vous avez peut-être retenu un dénominateur commun dans les trios de tête, que ce soit en population générale ou en population clinique, il s'agit de la dépression. Alors, c'est donc important de noter que c'est un problème de santé publique. Et selon les estimations de l'OMS, cette maladie serait la première cause de morbidité, toutes spécialités confondues, d'ici 2030, si rien n'est fait. Alors, ça situe un peu aussi par rapport à l'ampleur du problème. Alors, autre élément, je pense que je vais faire vite, ça concerne donc les cibles. Conformément à ce qui est également retrouvé dans d'autres études, la population féminine est prépondérante, que ce soit en termes de taux de prévalence en population générale ou en population clinique. Alors, le temps est court pour rentrer dans le déterminisme de cette prépondérance féminine. Je pense que vous avez quelques idées et c'est applicable donc à notre contexte lié au rôle de la femme, à son statut sur le plan social, sur le plan hormonal et également à son niveau de dépendance. Il y a également qu'en termes de tranche d'âge, on retrouve la tranche d'âge de 20 à 30 ans comme tranche d'âge prépondérante dans les deux situations, c'est-à-dire les données en population générale et les données en population hospitalière. Alors voilà, résumé un peu la situation. La deuxième question renvoie aux leçons apprises et ce qu'on peut dire. Je crois que les collègues qui m'ont précédé ont pratiquement abordé le problème qui me dispense de rentrer dans les détails. Alors, le premier élément, c'est la conceptualisation assez réductrice de la santé mentale et avec pour corollaire le fait que très peu de pays vont considérer ce domaine dans l'échelle de leurs priorités sanitaires, y compris l'OMS, parce que dans le discours, si on proclame que c'est important, on sait que c'est bien, dans les faits, nous attendons toujours. Alors, vous voyez que pour classer même les maladies mentales dans les maladies non transmissibles, il n'y a qu'à vous référer donc aux différents documents produits. Quand on parle de maladies non transmissibles, on cite, et vous verrez que au départ, il n'y avait pas maladie mentale. Alors, c'est par la suite qu'on a ajouté maladie mentale et, non, maladie non transmissible et troubles mentaux. Et dans certaines conceptualisations, on part du principe que c'est sous-entendu que ça fait partie des maladies non transmissibles. Alors, donc, vous voyez un peu ce balbutiement-là qui fait qu'il y a encore du chemin à faire en termes de plaidoyer, que ce soit auprès de la communauté internationale, localement auprès des communautés ou auprès des États, afin que cette discipline aussi puisse être hissée au rang des priorités et bénéficier de tous les égards attachés donc à cette situation-là. La deuxième leçon, c'est, je pense que les collègues en ont également parlé, c'est la stigmatisation et l'exclusion sociale dont pâtissent encore les personnes qui sont atteintes de ces maladies-là. Et cela est la résultante de plusieurs facteurs, parmi lesquels il y a la représentation traditionnelle de cette maladie. Dans la croyance populaire, à la différence donc des troubles somatiques qui vont trouver leur résolution naturelle
dans le système moderne. Ici, on pense que la résolution naturelle du trouble mental se trouve dans le système traditionnel. Alors, avec pour conséquence un nombre important de personnes atteintes de troubles mentaux qui ne sont pas prises en charge par le système de soins moderne, des personnes qui sont exclues du fait justement de cette représentation sociale, des personnes qui ont, j'allais dire, honte de consulter en cas de problème de santé mentale parce qu'ils craignent d'être stigmatisés comme étant des fous. Parce que la détresse psychologique qui peut être transitoire, qui peut concerner tout le monde, ça peut arriver à n'importe qui, sans que ce ne soit une maladie mentale caractérisée, mais elle va nécessiter forcément l'intervention d'un professionnel de santé mentale. Et quand les gens réussissent face donc à cette situation-là à consulter, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a un plaidoyer à faire. Et le dernier point, c'est pour ne pas vous retirer davantage, concerne, je dirais, ce qui peut être fait en termes d'hygiène de vie pour à la fois se prémunir des troubles des autres maladies non transmissibles et également de la maladie mentale. Car vous le savez très bien, il y a un certain nombre de facteurs de risque qui sont communs en fait à ces maladies-là. C'est l'alimentation, on en a parlé depuis fort longtemps. C'est aussi important pour le bien-être psychique, mais c'est aussi l'activité physique, c'est important également pour le bien-être. Le tabac, l'alcool et la cigarette, je crois qu'on en a également parlé, c'est aussi des facteurs nuisibles qui peuvent donc atteindre la santé mentale. Et le dernier point, c'est important, c'est le stress. Voilà, et je terminerai par ça. Il n'est pas un seul individu qui n'est pas confronté en fait à cette situation. Notre capacité à gérer correctement ce stress va également contribuer à notre bien-être. Et c'est cela aussi qui est commun à la maladie mentale et aux maladies dites organique. Voilà, Madame la Présidente, ce que je pouvais dire en réponse à votre question. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, d'avoir vraiment repris l'ensemble de ce qui s'est dit dans ce panel pour donc, en quelque sorte, conclure par les recommandations importantes en mettant les liens, bien sûr, avec les maladies non transmissibles, maladies chroniques, avec donc le stress, le rôle de l'inactivité et le rôle de la mauvaise alimentation, qui est une racine commune. Et j'espère que la cause sera entendue afin que de manière très claire, les troubles mentaux soient repris au niveau donc de ces maladies non transmissibles, parce qu'il faut bien que nous nous retrouvions quelque part dans les programmes pour pouvoir donc bien agir. On m'a signalé que nous avons quelques minutes pour des questions ou des contributions. Donc, nous allons prendre 3 personnes qui auraient donc, voilà, il y a 3 mains qui... Ah. Voilà. Donc, il y a plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 11 mains se sont levées. Ben, on va tous les prendre, mais que ça soit concis, s'il vous plaît, hein, parce que ce n'est pas un temps tout à fait élastique. Donc, quelqu'un qui m'aide pour prendre les noms. D'accord. Professeur Sanogo. Voilà. Et vous préciserez à qui vous adressez la question. La régie, si on peut avoir le micro. Vous nous aidez aussi dans la gestion des personnes qui demandent la parole. Oui, une liste, oui. Oui. Vous donnez vos noms. Oui. Docteur Sarré. C'est Docteur Sarré, oui. Oui, je reconnais. Oui, Docteur Sarré. Oui.
les noms d'abord. Non, il faut commencer en attendant. Merci. Madame, vous pouvez nous aider en prenant les noms dans les rangées, comme ça au moins on parle en même temps. Oui, allez-y, docteur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis donc médecin-colonel Boubou Saleh, je suis chirurgien des armées. Je commencerai d'abord par remercier nos panélistes qui nous ont fait un précieux éclairage sur cette maladie centrale qui est en fait un problème de santé publique. Mais j'ai plusieurs préoccupations. C'est d'abord quand vous vous promenez dans les rues de Dakar, vous allez constater le nombre vraiment très élevé de malades mentaux qui traînent dans la rue. Et c'est à se demander si réellement il y a des structures psychiatriques au Sénégal. La deuxième préoccupation, c'est quand vous regardez les réseaux sociaux, vous remarquerez qu'il y a des gens peut-être psychopathes qui font les buzz, qui font la une. Ils sont là devant la scène, ils sont même, disons, adulés, et commentés, ensuite rediffusés, comme si on leur accordait un certain crédit. Donc, on peut dire que ces malades mentaux, entre guillemets, sont donc acceptés, tolérés, et même parfois, on leur prête même des pouvoirs mystiques, par exemple. C'est quand même quelque chose d'inquiétant. Troisième volet, c'est quand vous regardez les téléfilms sénégalais, vous allez remarquer d'abord que c'est le Ndeysaan qui est le héros. Le Ndeysaan, c'est celui qui est le héros. Et ça, peut-être, c'est un problème de l'émotion, de l'émotion du Sénégalais. Il dirige en haut toujours le Ndeysaan. Et si vous allez plus loin, vous allez voir que, par exemple, ils vont même aller plus loin en prenant, par exemple, un personnage qu'ils ont fabriqué, un fou, bien habillé, avec un bel accoutrement et tout, comme fou, mais on lui donne la parole comme si c'est lui qui devait dire la bonne parole, la sagesse, la vérité aux hommes supposés saints. C'est quand même un peu inquiétant. Cette relation, je ne sais pas quelle relation on a par rapport aux malades mentaux. Et ça m'amène à me poser la question, quelle est en fait la frontière entre un malade mental et un homme jugé sain? Je me demande si ce n'est pas seulement une société qui est malade. Alors, ma deuxième préoccupation, c'est au niveau de la drogue. Alors, drogue, addiction, etc., c'est très inquiétant. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre la recrudescence de l'agressivité, de l'assassinat, du vol actuellement avec l'usage peut-être de la drogue? Merci beaucoup. Merci, professeur. Je vais vraiment demander aux intervenants d'être concis, 1 minute maximum, si tout le monde veut parler. Professeur Sanogo, allez-y. Voilà, merci, professeur Rokia Sanogo, enseignant-chercheur en pharmacognosie, chef du département médecine traditionnelle au Mali. Merci pour ce panel. Bon, le professeur Aruna est revenu. C'est juste pour dire que c'est très important de reconnaître que la majorité de la prise en charge est en dehors du circuit officiel et d'en prendre compte. Parce qu'aujourd'hui, en médecine traditionnelle, il y a une prise en charge holistique de ce thème. Et je voulais informer qu'au Mali, il y a une expérience qui a été faite, une belle collaboration au Centre régional de médecine traditionnelle de Bandiagara. Et je crois que le professeur Aruna en sait davantage. Aujourd'hui, c'est un centre qui est dans la zone où il y a l'insécurité, mais nous espérons de pouvoir reprendre cette expérience qui a été une prise en charge multidisciplinaire, de collaboration entre le système traditionnel, les systèmes conventionnels avec les socio-anthropologues, les psychologues et les cliniciens. Et c'était le fruit de la coopération Mali-Italie. Voilà, donc c'est ça que je voulais apporter comme information. Bravo à la Côte d'Ivoire qui est en train
de travailler avec le programme national de médecine traditionnelle. Je crois que c'est des expériences qu'on doit partager dans la sous-région. Merci. Merci beaucoup, professeur. Le prochain intervenant, est-ce qu'on peut avoir la liste de ceux qui ont demandé la parole? Bonjour, moi c'est Muriel Sioué, étudiante à la faculté de médecine de l'université de Thiès. J'ai une question et une remarque. Ma remarque, c'est par rapport aux prescriptions que certains médecins font et qui peut dans la suite aussi entraîner des futurs addicts. J'ai remarqué que beaucoup de prescriptions dans la gestion de beaucoup de médecins dans la gestion de la douleur prescrivent énormément de tramagènes et ne savent pas dire aux patients quand arrêter. On se retrouve avec des patients qui vont en pharmacie, vu qu'aujourd'hui, on peut facilement avoir des médicaments en pharmacie sans contrôle. On se retrouve avec des patients qui multiplient des achats d'ordonnances et le médecin ne sait pas dire aux patients quand s'arrêter. Et les médecins aussi ne savent pas la dose limite à ne pas dépasser avec certains patients. Maintenant, la deuxième chose que je voulais faire, c'est une question. Ma question se pose vers le professeur Ouedraogo. De plus en plus, l'éducation est de plus en plus stressante. Vous avez parlé du stress. On remarque au sein de la population estudiantine une proliférance de dépression, d'anxiété qui peut mener à des comportements addictifs. Mais on a une absence de psychologues au sein de suivi psychologique au sein de la formation. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, en tant que psychiatre? Qu'est-ce que les universités devraient penser à instaurer comme processus de suivi des étudiants face à cette prolifération face à ce degré de stress que ressentent certains étudiants dans leur formation? Alors, bon, j'avais demandé une ou deux interventions, mais là où nous en sommes, avec le temps qui reste, s'il faut que les panélistes répondent, nous n'allons plus nous en tirer. Donc, je pense que les discussions pourront continuer de manière informelle après dans les couloirs, mais on est obligé de nous en arrêter là pour permettre à ceux qui ont été interpellés de répondre avec toutes mes excuses auprès de l'auditoire. Voilà. Je suis désolée, mais la liste est 12 personnes et nous avons vu que chacun fait une conférence. Pour qu'on leur réponde, ça va être difficile. Nous continuerons la discussion. Il faudrait quand même pas que nous torturions notre auditoire. Merci. Donc, je laisse la parole. Je crois qu'il y a une question pour le professeur Ba, surtout, afin qu'il puisse apporter des éléments de réponse. Et les autres panélistes qui voudraient réagir aussi, de pouvoir le faire. Professeur Ba. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je pense qu'il y a deux questions qui peut-être qui m'ont été adressées. La première question, c'est par rapport au lien entre drogue et agressivité du Dr Sarr. Et la deuxième, c'est par rapport à la dernière intervenante qui a abordé la prescription des antidouleurs, notamment des opioïdes. Concernant la première question, je pense qu'il y a, quand on parle de drogue, je pense qu'il y a un malentendu et souvent il y a une confusion. On pense que c'est comme tout ce qu'on avait l'habitude de dire dans les messages. Je pense que les messages ont un sens. Quand on dit drogue égale VIH, drogue égale folie ou drogue égale mort, c'est parce que voilà, c'est ça qui a créé cette confusion. On pense que la drogue entraîne la violence. Et ça a beaucoup pénalisé et ça a beaucoup contribué à la non prise en compte des problèmes liés aux consommateurs de drogue. C'est vrai qu'il y a des gens, pour commettre un acte ou un délit, vont consommer. Ça, on n'en disconvient pas. Il y a même des substances qui peuvent aider à ça. Mais aussi, les consommateurs de drogue aussi sont victimes de violences. Violence dans les soins, violence dans la prise en compte de leurs droits et qui font que c'est très difficile pour eux d'avoir accès aux soins.
Et je pense que là, il y a vraiment un travail. On a parlé tout à l'heure de l'environnement légal, mais aussi l'environnement social. Professeur Arnaud Drago a beaucoup parlé de la stigmatisation, de la discrimination dont sont victimes les consommateurs de drogue. Autant les gens qui ont des problèmes de santé mentale ont accès aux soins du fait de ce regard social, mais autant aussi les consommateurs de drogue ont du mal à avoir accès aux soins. Ce qui fait que dans notre région, dans nos pays, on a eu un retard vraiment dans la prise en compte. Je pense qu'il ne faut pas voir les choses de façon binaire, c'est-à-dire drogue égale agressivité, etc., etc. Je pense qu'il faut une analyse au cas par cas pour pouvoir trouver les liens. Et je pense que l'occasion, c'est lors des journées, prochaines journées, les premières journées sénégalaises de santé mentale, dont le thème est axé sur la violence, où ces problèmes-là seront abordés avec plus en profondeur. Donc, c'est de la publicité que vous faites au passage. L'autre aussi, je pense que c'est une préoccupation. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à vraiment un abus dans la prescription des antidouleurs. Maintenant, bon, la prime prescription, c'est de donner, voilà, et surtout chez les jeunes, quoi, surtout chez les femmes qui sont victimes de ça, la prime prescription, un antidouleur de palier 2, parce que les antidouleurs, ils sont classés. Palier 1, palier 2, palier 3. Et maintenant, les gens facilement, ils prescrivent un tramadol. On peut même facilement, maintenant, à la pharmacie, d'autant plus que ces produits ne coûtent pas cher. C'est ça aussi le danger. Parfois, les pharmaciens n'exigent même pas une ordonnance. On peut aller à la pharmacie, avec 1000 francs, on a un paquet de tramadol. Et ça, c'est l'objet d'abus. Nous, on a eu beaucoup de patients au CEPIAT qu'on a dû mettre dans le programme méthadone, parce que tout simplement, ils sont devenus dépendants des opioïdes et il n'y avait pas moyen de les sevrer par rapport à ça. Je pense que c'est les deux questions, les deux réponses que je voulais apporter. Merci. Il y a eu exceptionnellement une question sur les malades mentaux errants. Ça me donne l'occasion de donner la parole au représentant de l'association de soutien aux malades mentaux qui est là en ce moment pour 2 minutes. C'est vraiment une exception que je fais parce que la question est passée et je vois que vous avez demandé la parole. Ensuite. Merci infiniment, professeur. D'abord, je tiens à vous féliciter. Je tiens à féliciter en tout cas les intervenants par rapport à toutes ces questions qui ont été abordées. Concernant les malades mentaux errants, effectivement, c'est une question qui préoccupe chaque citoyen sénégalais. Je suis Ansoumana Dione, président de l'association sénégalaise de suivi et d'assistance aux malades mentaux qui, depuis 2000, nous œuvrons sur cette question. Il y a un centre effectivement qui est à Kaolack, qui présentement est en train d'être réflexionné pour accueillir ces malades mentaux errants. Nous devons signer une convention avec la faculté de médecine pour la mise à notre disposition de médecins psychiatres pour nous aider dans la prise en charge, en tout cas, de ces malades mentaux. C'est une information, et je crois que c'est important que ceux qui sont dans la salle puissent en avoir l'information. Donc, d'ici quelques temps, les Sénégalais verront ce problème donc, pris en charge de façon adéquate. Et j'ose même croire que l'exemple du Sénégal pourra servir. Ce qui se passe au Sénégal, c'est ce que nous voyons au Burkina, en Côte d'Ivoire, un peu partout, même à travers le monde. La question des malades mentaux errants doit être prise en charge de façon globale. Cette information, et je tenais donc à apporter cette information et professeur, soyez remerciés donc de m'avoir permis de livrer cette information. Merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est sur cette note que nous allons clore ce panel, tout en remerciant tous les participants qui ont été avec nous, mais aussi en remerciant l'auditoire pour l'intérêt porté à cette question. Merci beaucoup.